Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Après un week-end qui était déjà très chargé, je vous le dis, cette vidéo sera aussi chargée en actualité. On va donc rapidement en parler, par exemple un peu de Yamaha et de Fabio Quartararo. On va se faire un petit point sur KTM et Pedrosa. On va aussi discuter un peu des propos de Johann Zarco après ce très gros crash lors du premier départ de la course du dimanche. On va aussi faire un petit point sur l'état de santé de Francesco Bagnaia et d'Enea Bastianini. Bref, beaucoup de choses à se voir. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez, on parle pas plus, c'est parti. Et on va donc commencer par une très bonne nouvelle, que ce soit pour les fans, mais aussi donc pour KTM. Dani Pedrosa va continuer son travail en tant que pilote test pendant encore une saison supplémentaire, jusqu'à la fin donc de la saison 2024. Et je vous rappelle aussi, parce que c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, on verra Dani Pedrosa en tant que pilote wildcard lors du week-end à Misano qui arrive à la fin de la semaine. Quand on se rappelle ce qu'il avait pu faire lors du week-end de Jerez, moi j'ai personnellement extrêmement hâte. Voilà, c'était une toute petite news, mais une news qui donne quand même le sourire. Allez, maintenant je voulais parler un petit peu d'Aprilia. Alors on parlera d'Aleix Espargaro plus tard dans la vidéo avec ses déclarations de fin de course, mais moi je voulais tout d'abord parler de Maverick Viñales, pas avec des déclarations, mais vous le savez, avec le week-end en Angleterre, le premier week-end qu'on a pu avoir dans cette deuxième partie de saison 2023, on a instauré un nouveau système de pression de pneus. Pour l'instant, personne n'avait été sanctionné, et bah ça y est, on a donc la première infraction, parce que techniquement il n'y a pas eu de sanction, mais ça y est, on a donc eu la première infraction avec ce système de pression de pneus, et c'est donc Maverick Viñales. Alors je rappelle que par rapport au système, la première infraction n'amène pas à des sanctions. Ensuite on prend 3 secondes de pénalité, 6 secondes de pénalité et 12 secondes de pénalité. Et je rappelle aussi que pour l'instant ce système est globalement provisoire, il pourrait évoluer à l'avenir, mais pour l'instant le système de sanctions marche comme ça. Donc aucun problème pour Viñales lors du prochain week-end, mais voilà, il est quand même le premier pilote en MotoGP à avoir réalisé cette infraction, on va dire, entre guillemets, de pression de pneus. Alors c'est vrai que c'est peut-être important que je vous rappelle comment il marche, ce fameux système de pression de pneus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est très simple. Maintenant, on a donc une pression qui va être imposée, une pression minimale qui va être imposée. Cette pression minimale, elle devrait d'être environ d'1,9 bar à l'avant et de 1,7 bar à l'arrière. Il faut quand même noter que cette pression minimale peut fluctuer par rapport au circuit, parce que, bon, voilà, on a différentes conditions, on a différentes pistes. Donc voilà, Michelin, à chaque week-end, va donc annoncer la pression minimale, mais normalement on est aux alentours donc d'1,9 bar à l'avant et de 1,7 bar à l'arrière. Et donc du coup cette pression minimale elle va devoir être respectée pendant un pourcentage de tours, 30% pour la course sprint et 50% pour la course du dimanche. Donc pour vous résumer, par exemple si on est pendant la course du dimanche, il ne faut pas avoir une pression à l'avant par exemple en dessous d'1,9 bar pendant plus de 50% des tours de la course. Voilà, c'est assez simple je pense à comprendre. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas réellement plus à dire sur le sujet, à voir comment ça va donc évoluer pour Aprilia, parce que là si Maverick Viñales se retrouve une nouvelle fois en infraction, et bah cette fois-ci il aura bien une pénalité de 3 secondes. Donc bon, à voir comment ce système aussi va s'intégrer, on va dire, au MotoGP actuel. Il y a pas mal de choses quand même à critiquer, il y a des choses qui sont quand même intéressantes sur le papier, mais bon, on en a donc déjà parlé. On passe à notre prochain sujet. On va donc maintenant parler de Yamaha et de Fabio Quartararo. Je vous le dis, et on en a donc déjà un petit peu parlé dans le débrief, je trouve que la course du dimanche de Fabio a été vraiment exceptionnelle, vraiment une magnifique course de sa part. Il a même déclaré, le pilote français, que c'était une course fantastique, et je suis assez d'accord avec lui. Alors c'est comme d'habitude, fantastique aujourd'hui, c'est pas être premier, malheureusement, mais il y a quand même vraiment des très belles choses à noter, et justement on va se voir les propos de Fabio Quartararo qui justement aussi nous explique un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait chez Yamaha et chez Fabio pour retrouver un peu de performance. Je vous rappelle que pendant la course sprint de samedi, on était en très grande difficulté, et même pendant le rythme de course qu'on avait pu avoir pendant les essais, c'était très compliqué pour Fabio. Donc voilà, il s'est passé quelque chose le dimanche, et justement Fabio nous l'explique. Ce matin nous sommes revenus au réglage et au carénage de l'année dernière. Cela a beaucoup aidé. Je pense que la course d'aujourd'hui était fantastique. J'ai pris un bon départ et de bons premiers tours, et la 7ème place était la meilleure que nous puissions faire aujourd'hui. Ce week-end, nous sommes restés calmes et nous avons travaillé dur. C'est bien, mais il faut encore comprendre beaucoup de choses. Nous espérons pouvoir avoir plus d'informations également à Misano pour être sûr à 100% de ce que nous ferons. Je pense que ce fut un week-end assez difficile dans l'ensemble, mais si nous faisons un pas en avant progressivement, c'est très
importants. Alors moi je veux pas être l'oiseau de mauvais augure et de ramener de la négativité évidemment, et je suis très content de voir qu'on a un petit peu de positivité dans le camp Fabio Quartararo, parce que bon, clairement, hein, quand tu vois ses récentes déclarations, quand tu vois même cette saison 2023, bon, on va pas se mentir, hein, c'est très très négatif. On a énormément de critiques, c'est compliqué. Voilà, bon, la situation elle est compliquée, je pense que vous le savez tous. Donc là, on a un petit peu de positif, donc c'est bien, hein, c'est vraiment bien, tant mieux. Je suis très content pour Fabio. J'espère que ça va aller mieux. J'espère voir un Fabio jouer encore plus à Misano, mais quand même, moi je me dis qu'il y a peut-être un petit souci, parce que aujourd'hui on dit que cette Yamaha 2023 c'est une moto qui n'a pas assez évolué, ça veut dire qu'elle stagne, hein, que le niveau de performance de la moto stagne. Sauf que là on se rend compte de quelque chose, Fabio est plus performant quand il revient à des réglages, quand il revient au carénage de la moto 2022. Ça veut donc dire que cette Yamaha 2023, que les réglages qu'on a pu faire sur cette Yamaha 2023, finalement le niveau général de la moto il n'a pas stagné, il a régressé. Et vu qu'en 2022, avec les réglages et tout ce qu'on a pu dire de cette moto 2022, on se sent mieux et on est plus performant. Et de toute façon, on le voit aussi du point de vue du résultat. Je vous rappelle que Fabio Quartararo, en 2022, il avait gagné la course avec combien? 6 secondes d'avance, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il s'est pris 10 secondes dans la tête. Hein. On est à une année à l'autre, hein, quand même. Hein. Bon, les autres ont progressé, les autres ont beaucoup plus progressé. Et évidemment, on est tout à fait d'accord. Mais quand même, ça démontre bien qu'aujourd'hui, cette Yamaha, c'est même pas qu'une question qu'elle stagne. En fait, elle régresse. Et donc c'est positif d'avoir trouvé du mieux, c'est positif d'aller un petit peu mieux, mais tu te dis quand même, c'est quand même pas normal qu'on doit revenir à des pièces, à des choses de 2022 pour arriver à retrouver de la performance en 2023. Enfin, est-ce qu'on voit ça chez Aprilia? Est-ce qu'on voit ça chez Ducati, chez KTM? Bah non, je vais pas tourner plus en rond, hein, parce que vous connaissez bien sûr tout mon avis sur la question, on en a déjà tellement parlé, mais je trouve ça quand même un petit peu hallucinant, quand même, sur le fond. Alors on a aussi appris donc avec les déclarations de Fabio qu'on continuait de bidouiller avec les ailerons, hein. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Fabio du coup est revenu sur l'ancien package aéro, tout simplement parce que voilà, les ailerons qui sont beaucoup plus gros qu'ont pu apporter Yamaha ne fonctionnent pas sur tous les circuits. Alors encore une fois, bon, qu'on bidouille, tant mieux si on essaie de chercher un petit peu de performance, mais est-ce que vous voyez Ducati changer ses ailerons un circuit sur deux? Les seuls qu'on voit faire ça, c'est Yamaha et Honda, et clairement c'est pas ceux qui sont dans la meilleure situation, hein. Donc bon, encore une fois, ça démontre à quel point voilà, on est un peu paumé, hein, clairement, chez Yamaha comme chez Honda, et qu'aujourd'hui on fait plus du bidouillage que de clairement trouver une solution concrète. Donc bref, Fabio finit en tout cas ses déclarations en disant: pour moi mentalement c'est compliqué de passer du fait de gagner avec 6 secondes d'avance en 2022 au fait de finir maintenant à 10 secondes. C'est difficile, mais je pense qu'ils savent à quel point le test de Misano est important. Mais entre Misano et le début de la saison prochaine, il y aura 6 mois. Alors il est important qu'ils travaillent bien maintenant jusqu'à Misano, puis entre Misano et le test de Valence, et ensuite entre le test de Valence et celui du début de 2024. Ça va décider de beaucoup de choses pour 2024. Et pour l'avenir, et évidemment là, on ne parle pas que concrètement de la moto, mais aussi de l'avenir de Fabio chez Yamaha, mais ça c'est pareil, on en a déjà parlé. Bon voilà, vous l'avez compris, une course du dimanche très positive, mais on continue quand même de faire du bidouillage entre guillemets chez Yamaha, et donc on va continuer aussi d'espérer, de croiser les doigts que les choses vont aller mieux. À Misano, c'est un circuit qui techniquement est pas mauvais pour la Yamaha, mais bon, Fabio il a eu aussi quand même pas mal de déboires là-bas. Bon, on verra comment ça va se passer. Il y a eu aussi des très belles choses, hein. On se rappelle quand même qu'il a fêté son titre de champion du monde en 2021 à Misano. On verra bien si ça sera positif ou négatif. J'espère en tout cas que ça va mieux se passer encore que ce week-end à Barcelone. Allez, maintenant on revient donc sur Aprilia, on passe aux déclarations d'Aleix Espargaro. J'ai pas grand chose spécialement à vous dire sur le sujet, mais je trouvais quand même ça bien et intéressant donc de vous donner les déclarations d'après-course du pilote espagnol qui a donc gagné cette course du dimanche ici à Barcelone. Une sacrée course de sa part. Il a donc déclaré: oui, j'aimerais arrêter le temps et profiter de cette journée pendant quelques semaines. Ce fut un week-end extraordinaire parce que dès le début, je me suis senti bien sur la moto. Évidemment, le sac que j'avais était plein de pression parce que je savais que j'avais une bonne opportunité. Mais il faut faire avec. Donc ça n'a pas été un week-end facile. Mais finalement, après le départ dramatique, heureusement que tout le monde allait bien, ce fut une course difficile. Maverick m'a vraiment poussé dans mes retranchements parce qu'aujourd'hui, à cause du vent, je n'ai pas vraiment pu adopter le style de pilotage que j'avais hier. J'ai donc dû prendre beaucoup de risques pour gagner. Et oui, je suis également très heureux pour Aprilia. Je pense qu'aujourd'hui est un moment historique. Je suis très fier d'Aprilia. Très fier. Parce que nous venons de très loin. Et Aprilia doit vraiment être très fier de Maverick et de moi-même parce que nous avons fait ensemble un travail incroyable et historique. Ce n'est pas facile, vous savez, d'avoir une bonne relation avec votre coéquipier quand vous vous battez pour les premières places et de développer la moto pour vous battre à nouveau contre votre rival. Je suis donc très heureux. Félicitations à Aprilia.
Et ça, concrètement, on peut le dire. C'est vrai qu'après, du coup, le négatif hein, qu'on a pu avoir avec le sujet sur Yamaha, on a une belle dose de positif et de sourire avec Aprilia. Et c'est vrai qu'Aleix le rappelle, hein, les temps ont été durs chez Aprilia. Rappelez-vous les résultats, les premiers résultats, à quel point ça a mis du temps. Donc aussi, ça peut amener du positif pour Honda et pour Yamaha, comme quoi en quelques saisons, on peut inverser la donne, on peut revenir au top. Croisons les doigts que ça arrive pour les constructeurs japonais, mais surtout fêtons hein, aujourd'hui l'extrême performance hein, de cette Aprilia et de tout ce qu'ils ont pu traverser en MotoGP, du travail qu'ils ont pu faire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Un très grand bravo à Aleix, à Maverick, mais aussi donc à Aprilia en général. Allez, maintenant, pour terminer, on va évidemment parler de l'un des événements majeurs hein, de cette course de Barcelone, le crash qu'on a pu avoir au premier virage. On va aussi rapidement revenir sur l'état de santé donc d'Enea Bastianini et de Francesco Bagnaia. Tout d'abord sur Bestia, malheureusement, les nouvelles ne sont pas très positives. On a donc appris plusieurs choses. Tout d'abord, il souffre donc d'une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville gauche et donc aussi d'une fracture sous-capitale du deuxième métacarpien de la main gauche. Sa main et donc sa cheville ont été immobilisées avec du plâtre pour lui permettre de se rendre en Italie ce soir. Alors c'était évidemment hier soir. Alors il faut par contre malheureusement noter que Bastianini devra être opéré de la cheville et pour accélérer son rétablissement, il sera également opéré de la main dans les jours qui suivent. Bon, on l'a bien compris, c'est quand même encore une fois un gros coup d'arrêt pour Bestia. Une saison qui est de plus en plus compliquée. La blessure qu'il a pu avoir au début à Portimao, il a ensuite du mal à revenir, il a des difficultés sur la moto, des performances qui sont assez moyennes. Et là malheureusement de nouveau on a des multiples blessures. Bon, c'est vraiment un gros coup dur quand même pour Bastianini. Alors pour du coup Francesco Bagnaia, là par contre les nouvelles sont beaucoup plus positives. On peut quand même se le dire, hein, Pecco a eu une sacrée chance au vu de l'accident de n'avoir globalement aucune grosse blessure. Ducati nous a donc déclaré Pecco Bagnaia a subi de multiples contusions, mais les examens médicaux complémentaires n'ont révélé aucune fracture. Le champion du monde en titre s'envolera pour l'Italie avec l'équipe ce soir. On a eu quand même, je pense, sacrément chaud quand même, parce que bon, quand tu te fais rouler sur les jambes, sur le coup, on a eu quand même très peur et on s'est dit ça peut être quand même très grave. Et c'est presque un petit miracle quand même, j'ai envie de dire. Bon, du coup, pour terminer, maintenant, on va se voir les propos de Johann Zarco, qui est donc le premier pilote qui a été emmené par Enea Bastianini. Et vous allez voir, on a vu un Johann Zarco assez furieux, assez en colère par rapport à certaines choses. On se lit donc directement ses déclarations et ensuite, j'en reparle. Il a donc déclaré « Samedi, j'ai mal commencé, donc je voulais bien m'élancer cette fois. J'ai réussi à prendre un bon départ et j'ai freiné fort. Et je suis bien d'accord, on a pu voir un très bon départ de la part de Johann. » Il continue en disant « J'ai pris l'intérieur du virage, mais j'ai été poussé par derrière. Mauvaise chute et j'ai claqué fort. Quand j'ai vu tout le monde au sol, j'ai essayé de recommencer. J'ai vu que 3 commissaires poussaient Alex Marquez, la moto d'Alex Marquez donc, alors que j'étais seul avec un autre gars. » Alors déjà, j'ai vu pas mal de personnes tiquer sur cette partie de déclaration qui nous explique donc tout simplement que plus de personnes sont donc allées aider Alex Marquez. Et je peux comprendre qu'on s'énerve, mais il faut quand même bien comprendre que la grande partie des commissaires de piste sont bénévoles, ce sont surtout des passionnés, et ce sont plus des passionnés que des professionnels. Et donc Alex Marquez qui roule à la maison, qui est espagnol, sur donc un circuit qui est en Espagne, je peux entendre que les bénévoles du coup se précipitent un peu plus sur Alex Marquez que par exemple pour Johann Zarco qui est français. Est-ce que d'un point de vue général, c'est réellement professionnel? Non. Mais encore une fois, je le répète, ce ne sont pas tous des professionnels, les commissaires de piste. Donc moi, je peux le comprendre. Je peux comprendre clairement qu'on ait eu un peu plus de commissaires de piste pour Alex Marquez. En tout cas, Johann continue en disant « J'ai essayé de redémarrer, mais je n'ai pas pu relancer la moto. Heureusement, il y a eu un drapeau rouge, mais c'était dû à la chute de Pecco. La deuxième moto était prête avec le pneu tendre devant et j'ai décidé de recommencer avec le pneu de l'accident. Et heureusement, c'était le bon choix. J'ai bien commencé, ensuite j'ai bien géré. Le rythme des leaders était inaccessible. J'aurais aimé monter sur le podium, mais la 4e place, c'était bien. » Alors je reviens aussi rapidement par rapport à ce que j'ai pu dire pendant le débrief. Pendant le débrief, je vous ai dit que moi aussi je trouvais que c'était très bien cette 4e place, mais j'étais un petit peu déçu que Johann Zarco n'ait pas pu jouer plus. Et je précise bien que j'étais déçu par rapport à ça. Évidemment que je ne suis pas déçu d'une 4e place de Johann, c'est déjà un très bon résultat et j'en ai parlé dans le débrief, mais j'ai vu certaines personnes qui m'avaient dit bon bah voilà, je comprends pas que tu sois déçu de la 4e place de Johann. Non, je suis pas déçu concrètement de la 4e place de Johann et je le dis dans le débrief, c'est vraiment génial. On est toujours content de voir un Zarco 4e, c'est toujours bien, mais
Ici à Barcelone, moi je voulais plus. Voilà, j'imaginais peut-être plus et c'est ça ma petite déception. Ça n'a rien à voir concrètement avec du coup la performance principale de Johan. Évidemment qu'après ce gros accident, et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le débrief et c'est un petit peu my bad, j'ai pas trop pensé sur le coup, mais Johan Zarco il a chuté, ça a été très compliqué, il y a eu énormément de stress, il faut remonter, il faut repartir, surtout que l'accident, comme l'a dit Johan, a été quand même bien coriace pour lui et il arrive à aller chercher une 4e place. Donc bon, évidemment que dans cet ensemble-là, c'est une très belle performance de la part de Zarco, même si moi personnellement j'aurais voulu encore plus. Voilà, bon, je fais le compliqué, mais bon, je pense que dans l'ensemble, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bref, maintenant on passe au cas Bastianini, parce que d'après les propos de Johan Zarco, on a l'impression que Bastianini a presque insinué ou a presque essayé de faire comprendre que c'était Johan Zarco le fautif de cette histoire. Donc on a moi déjà petit rictus d'énervement. En tout cas, Johan a donc déclaré: le premier virage est assez serré en descente. Nous devons considérer tous les paramètres. Bastianini, parti de l'arrière, s'envole rapidement. Hier, il l'a fait et aujourd'hui, il voulait faire la même chose. C'était irresponsable. Dans le gravier, il m'a regardé comme si c'était ma faute. Je me suis mis en colère. Faire cela et blâmer les autres est une plaisanterie et ce n'est pas gentil. Il a du mal, mais ce n'est pas une raison pour manquer ainsi d'intelligence. Beaucoup de choses sont en jeu au départ. Si vous gagnez 5 places au départ, vous vous sauverez probablement. Mais c'est un pari. Vous ne pouvez pas faire ça à chaque course. Alex Marquez fait toujours ça aussi. Mais c'est risqué. On se bat pour passer. Mais il faut réfléchir. Il est difficile de demander la prudence quand on risque sa carrière à chaque course. On ne peut pas faire comme Martin Spielberg qui a dépassé mais fait chuter 5 pilotes. Nous sommes à la limite. Et je trouve que cette dernière partie de propos de Johan Zarco est ultra importante. On le sait que dans ce MotoGP actuel, les départs sont aussi super importants parce que c'est là où on peut gagner le plus rapidement et entre guillemets le plus facilement des positions. Ensuite, pendant la course, c'est beaucoup plus compliqué, on peut perdre du temps, c'est difficile de dépasser des pilotes. Donc beaucoup de pilotes pendant les départs sont très agressifs et même, on va le dire, trop agressifs. C'était le cas pour moi de Martin Spielberg, c'est aussi pour moi là le cas de Bastianini lors de cette course à Barcelone. Quand on a un premier virage qui est serré, quand on a autant de pilotes au mètre carré, à chaque petit centimètre on a un autre pilote à côté de soi, je pense qu'il est très important qu'on fasse attention. Sauf que du coup on sent qu'il y a une sorte de cassure en MotoGP. T'as les pilotes qui pensent un peu aux autres et qui font attention, et t'as les autres pilotes qui se disent oulala, bah pendant que les autres font attention, moi je vais tout donner pour essayer de gratter le plus de positions possiblement. Alors, encore une fois, c'est compréhensible, c'est la course, c'est le sport, on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour essayer de gagner, on est là pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc on joue, on va dire, dans cet entre-deux où on respecte évidemment les autres, on pense à la sécurité des autres, mais en même temps, on pense à son propre résultat. Johan Zarco l'a très bien expliqué en disant, aujourd'hui, il y a des pilotes sur des courses qui jouent leur carrière, qui jouent leur continuité en MotoGP, donc ça te pousse aussi à en faire un peu plus. Mais je trouve que ça devient de plus en plus dangereux quand même ces départs. On voit quand même très souvent aujourd'hui des accrochages dans les premiers tours. Rappelez-vous de Jerez, on a eu Spielberg, là on a donc Barcelone. Et c'est vrai que c'est quand même assez limite. Et je trouve ça dingue. Alors attention, Bastianini n'a pas fait une déclaration en disant Johan Zarco ici ou ça. Mais en tout cas, Zarco semblait vraiment furieux par rapport à ce qui s'est passé donc dans le bac à gravier. Et si Bastianini sur le coup a voulu vraiment dire c'est Johan Zarco le fautif, je trouve ça quand même assez dingue. Vraiment, cette histoire où Johan Zarco est toujours le mauvais canard de l'histoire, on en a ras-le-bol. Là, il y a un moment, essayer d'insinuer que Johan Zarco est fautif dans cette histoire, je trouve ça complètement dingue. Moi, je vous le dis, personnellement, je trouve ça complètement dingue. Maintenant, il faut quand même rappeler quelque chose. Ce moment a été donc dans le bac à gravier, juste après le crash. On n'a pas revu les images. Et ça se trouve, sur le moment, Bastianini, il s'est énervé, il s'est dit, c'est toi le fautif. Mais bon, c'est sur le moment, c'est sur le coup. Peut-être qu'ensuite, Bestia, en revoyant les images, il s'est dit, bon bah non, c'est moi qui ai fait une connerie et j'aurais pas dû m'en prendre à Zarco. Vous voyez le truc, on est quand même sur un moment à chaud. Donc, il faut quand même poser les choses, remettre les choses dans leur contexte. Il faudrait voir ensuite les déclarations, par exemple, de Bastianini sur ce crash. Donc voilà, moi personnellement, je voulais vous partager un petit peu la vision de Johan Zarco sur ce crash et ce qu'il s'est passé selon lui. Vous partagez aussi un petit peu sa colère que moi je trouve compréhensible pour ce qu'il s'est passé sur le coup. À voir ensuite comment ça continue, mais voilà, je pense que c'était quand même assez important d'en parler avec vous. En tout cas, moi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, je vous invite donc à la liker, à la partager et à la commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.